Bienvenue à ce webinaire. Je vais un peu vous parler rapidement là, des services que le ministère de l'Agriculture peut, euh, offrir à la clientèle là, en démarrage d'entreprise agricole à la relève agricole. Nous, de la façon qu'on fonctionne, on a un accompagnement qui peut être individuel pour les entreprises agricoles. Euh, on a des services là, pour la relève et l'établissement, le démarrage en entreprise et l'agriculture en émergence et les projets en commercialisation, en transformation alimentaire. Là. C'est ce genre de sujet que je veux discuter avec vous aujourd'hui. Donc, euh, c'est quoi notre approche en accompagnement? Ben, nous, on a une vision globale de l'établissement de votre projet. Donc, quelqu'un qui a un projet agricole peut venir nous rencontrer. Nous avons une panoplie de conseillers au ministère là, qui peut vous aider dans votre projet agricole, votre projet de démarrage en agriculture. Donc, nous, ce qu'on fait, on vous reçoit à nos bureaux ou via Team pour une rencontre. La première rencontre consiste à vous aider à avoir une vision globale de l'établissement ou du projet que vous avez. Ensuite, on va s'adapter aux différentes réalités des clients et des projets, que ce soit quelqu'un qui est déjà en agriculture, qui connaît bien le milieu, qui a de la formation en agriculture, ou que ce soit quelqu'un qui vient d'un milieu complètement différent du monde agricole. On va faire des interventions en complémentarité avec les intervenants du client, que ce soit vos conseillers privés, votre comptable, votre notaire. On peut travailler avec eux et surtout avec le réseau AgriConseil. Et nos services sont basés sur votre autonomie, donc votre autonomie en tant qu'entrepreneur. Donc, on est là pour vous aider. Souvent, je dis vous aider à mieux structurer votre projet ou à démystifier les problèmes qui pourraient avoir plus techniques. Donc, quand on accompagne les aspirants agriculteurs, hein, on peut les accompagner à quel que soit l'âge qu'ils veulent démarrer leur projet agricole. Donc, notre service, on va soutenir la clientèle dans la définition de son projet et de la mettre en lien avec une équipe multidisciplinaire. Euh, on va orienter la clientèle dans les étapes de planification du démarrage de son entreprise. On va assurer un suivi pendant une période maximale de 5 ans. Puis, on va accompagner la clientèle dans le cadre d'une production en émergence lorsque les services conseils ne permettent pas de répondre adéquatement aux besoins. Donc, on est là pour vous entourer, pour vous aider là, dans votre cheminement. Donc, quel est le rôle du conseiller du MAPAC là, à la phase projet? Donc, nous on appelle ça les pré-démarrages, tous les gens qui sont avant que le projet commence. Donc, on va vous aider à préciser votre projet d'établissement. Par exemple, j'ai quelqu'un qui vient me voir, Lynn, je voudrais démarrer un projet dans un secteur. Par exemple, j'ai un projet je veux démarrer un projet en ovin. Donc, on va vous aider à préciser votre projet. On va saisir vos besoins. Hein. Quels sont les besoins? Est-ce que c'est des besoins de formation? Est-ce que c'est des besoins de vous aider à trouver des ressources pour vous aider à monter votre plan d'affaires? Est-ce que vous cherchez du financement? On va être entouré. On est là pour vous aider à trouver c'est quoi vos vrais besoins, puis on va vous transférer à des ressources qui sont dans le milieu. On va vous référer vers de l'information, comme je l'ai dit, puis des ressources et des services conseils appropriés. On peut avoir de l'aide financière pour avoir des services privés. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Puis, on va convenir aussi avec le promoteur des étapes à franchir. Donc, on va travailler, on va essayer de ne pas vous inonder dans votre projet, là, mais vous aider vraiment à le monter et à le travailler. On va le travailler en équipe. Et puis après, quand votre projet est démarré, ben, on est là aussi pour une phase suivie. On va essayer de saisir vos besoins
Est-ce que c'est des besoins plus techniques, des besoins plus en gestion, en main-d'œuvre? Vous avez des questions. Nous, on va essayer de définir c'est quoi vos besoins. Après ça, on va essayer de dépister vos problèmes aussi. Puis, on va analyser sommairement vos projets en cours, puis on va vous référer vers l'information, les ressources et services conseils appropriés. Euh, donc, en transformation alimentaire, on fait aussi de l'accompagnement qui est un petit peu différent. On va vous communiquer de l'information puis de la documentation sur le secteur et les bonnes pratiques puis les différentes étapes que vous devez faire. On peut participer à des réseaux express. On peut analyser vos plans d'affaires puis de commercialisation et puis l'appréciation de votre projet. Puis on peut orienter l'entreprise sur les différentes stratégies d'affaires. Euh, là, mon écran a décidé qu'il ne fonctionnait pas bien. Voilà. Nous avons des conseillers à la relève et en transformation alimentaire dans toutes les régions du Québec. Pour les conseillers à la relève, là, la présentation va vous être remise à la fin et puis vous allez pouvoir cliquer sur la liste des conseillers en relève. Là, il y en a dans toutes les régions du Québec. N'hésitez pas à les contacter. Nos services sont gratuits. En plus de ça, si quand vous contactez le conseiller relève, ça se peut que vous ayez des questionnements dans d'autres secteurs que nos spécialités à nous. Donc, parce puis on a des conseillers dans tous les autres secteurs. Donc, si, comme tantôt on parlait, j'avais un projet, je veux démarrer en production ovine, ben j'ai des conseillers à travers la province, on a des conseillers en production animale qui vont pouvoir nous aider à répondre à vos questions plus techniques là, au niveau de la production ou au niveau des bâtiments. On en a en production végétale, en transformation alimentaire, en agrotourisme, en gestion économie agricole qui peut vous aider à voir votre plan d'affaires s'il y a du sens, s'il y a des choses à améliorer. On en a en génie rural, puis on en a en réglementation, puis l'occupation du territoire. On a aussi des outils que vous pouvez trouver sur notre site Internet. On a des guides pour monter votre plan d'affaires. On a le même guide en format Excel. On a un Canva modèle d'affaires. Le Canva modèle d'affaires va vous permettre de voir votre projet sur une page seulement, ce qui peut être vraiment facilitant pour écrire votre plan d'affaires. Et puis, on a des calculateurs de prêt et plein d'autres outils. Donc, je vous ai mis ces quatre-là. Vous allez pouvoir cliquer sur les liens puis aller directement sur le site ils sont tous sur AgriRéseau. Ensuite, je vais vous parler de pourquoi on enregistre notre exploitation agricole. Donc, ici, je vais vous parler des NIM. Là. Il y a deux NIM différents. Ben, il y a plusieurs NIM différents que vous pouvez obtenir auprès du ministère. Donc, le premier NIM, là, le NIM qui donne tous les services, c'est le NIM exploitant agricole. Donc, ce que ça apporte, ça vous donne accès aux aides financières qu'on offre au MAPAC, les différents programmes. Puis, dans certains cas, il est nécessaire aussi pour aller à la financière agricole. Les autres avantages d'avoir un NIM, ben, ça réduit vos frais d'immatriculation des véhicules de ferme. Ça exempte des droits de mutation à l'achat de terrains et de bâtiments agricoles, donc la fameuse taxe de bienvenue, si la demande est faite à l'intérieur d'une période d'1 an. Puis, ça limite la valeur imposable aux fins de l'évaluation foncière. Donc, ce que ça permet, c'est de faire diminuer votre compte de taxe, là, ce qu'on appelle le taux de taxe pour les producteurs agricoles. Donc, pour ça, il faut avoir un NIM exploitant. Le NIM exploitant, pour être admissible, en gros, il faut exploiter au moins un immeuble à vocation agricole, donc une terre agricole, un bâtiment agricole. Donc, sa vocation est agricole. Donc, on veut cultiver, qu'on va avoir un projet agricole. On répond à toute demande de renseignement ou de documents formulés par le MAPAC. Là, donc, vous devez envoyer les documents qu'on va vous demander. Il faut tenir à jour votre dossier afin de conserver son enregistrement au MAPAC.
Puis, par exemple, quand il y a des changements de propriétaire ou des changements de statut juridique, des changements de lieu de production, donc il faut nous le dire. Souvent, ce qu'on me demande aussi, c'est qu'il faut démontrer que l'entreprise génère annuellement au moins un revenu agricole supérieur à 5 000 ou qu'elle est en voie de produire ce revenu. Puis, il faut déposer des facteurs élémentaires de production là, quand on ne fait pas encore notre 5 000. Donc, ça, on peut le prendre au niveau de vos états financiers. Vos états financiers doivent être déclarés au niveau agricole. Sinon, ben, vous devez avoir des facteurs élémentaires de production, là, donc une superficie en culture, le nombre d'animaux, puis ils vont vous demander des pièces justificatives pour ça. Ensuite, si vous n'êtes pas prêt à avoir un IM exploitant agricole, on peut avoir un IM aspirant agriculteur. Ça ne donne pas accès à tous les programmes du MAPAC, à quelques-uns, mais ça donne surtout accès aux services du réseau Agri-Conseil. Donc, qu'est-ce que les critères pour avoir un IM aspirant agriculteur? Bien, vous devez être une personne physique ou morale, là, donc vous pouvez avoir enregistré votre entreprise ou pas au niveau du registraire des entreprises. Puis, vous voulez démarrer une entreprise agricole et cette entreprise-là doit offrir des perspectives de rentabilité économique. Donc, vous devez avoir pour objectif de satisfaire aux conditions d'admissibilité du NIM exploitant agricole sans être à mesure d'y satisfaire présentement, puis avoir un besoin concret de bénéficier des services conseils subventionnés offerts par le réseau Agri-Conseil ou de l'aide financière liée à certains programmes du MAPAC. Donc, le NIM aspirant agriculteur, pour l'obtenir, il faut que vous contactiez votre conseiller à la relève du ministère qui va évaluer la perspective de rentabilité de votre projet et puis vous aider à vous guider, voir quel type de service vous pouvez obtenir au réseau Agri-Conseil et les programmes vous pourriez être admissibles. Le NIM d'entreprise de transformation alimentaire, donc pour l'obtenir, il faut être une entreprise de transformation alimentaire ou être un agrotransformateur. Les critères d'admissibilité, là, c'est qu'il faut être capable, il faut préparer des produits alimentaires qui sont le fruit d'un travail habituellement non automatisé, offrir une offre de produits alimentaires majoritairement, excusez-moi, constituée de produits québécois, avoir comme propriétaire principal une personne engagée activement dans l'exploitation de l'entreprise, mais aussi dans les opérations de transformation, compter un maximum de 10 employés, y compris les propriétaires, puis avoir un besoin concret de bénéficier des services conseils au réseau Agri-Conseil ou de l'aide financière liée à certains programmes du MAPAC quand ils sont disponibles. Donc, on vous a mis quelques informations là, pour aller chercher l'information sur Internet quand vous allez avoir la présentation. Donc, vous pouvez soit le lien en bas ou le code QR vous emmène là, pour aller enregistrer votre entreprise agricole, le premier code QR. Et la deuxième colonne, c'est les différents services au MAPAC, donc les ressources pour démarrer puis reprendre une entreprise agricole, là, le lien est fait ici. Donc, les questions, on va les prendre à la fin. Là, je vais laisser la parole à mon collègue Paul pour pouvoir présenter le FIRA et les services. Je vais juste départager mon écran, là. Voilà. Donc, Paul va pouvoir continuer. Je vais te laisser te présenter, Paul, puis... C'est parfait. Merci parfait. beaucoup, Lynn. On se revoit à la période de questions. Excellent. Je vais faire de même. Bonjour à tous, à toutes. Merci de l'invitation de la part de Lynn du MAPAC à vous présenter le FIRA 2, nouveau fonds d'investissement qui vient d'être mis en place au mois d'avril. Donc, j'essaie d'être le plus succinct possible dans la présentation qui s'en vient. Techniquement parlant, le plan de match va être le suivant. Les objectifs de la présentation rapide, le contexte dans lequel le FIRA, les FIRA se sont mis en place, notre mission comme telle, la clientèle qu'on vise, ainsi que les outils qu'on a mis en place pour pouvoir donner un coup de main à la relève agricole au Québec. Donc, j'espère vous dresser un portrait clair, net, précis, mais assez technique de ce qu'est le FIRA 2,
en rapport avec le FIRA 1, pour ceux qui ont connu le FIRA 1, et voir aussi les améliorations qu'on y a apportées. Donc, on va faire le tour des améliorations et des caractéristiques des deux fonds. Le contexte. Je ne vous le cacherai pas et vous le savez aussi bien que moi, quand on a un projet de démarrage agricole, de transfert d'entreprise ou de croissance d'entreprise qui n'a pas nécessairement atteint toute sa maturité, on a des enjeux d'équité, on a des enjeux de coût d'actifs, on a des enjeux par rapport à la quantité d'actifs qu'on a besoin. Et sans se le cacher, le prix des terres souvent est un frein majeur au démarrage d'une entreprise agricole qui veut s'émanciper et prendre son envol par lui-même. Donc, en 2011, on a parti le premier FIRA avec un partenariat qui était assez particulier. En 2025, un nouveau partenariat vient de voir le jour. Ce nouveau partenariat est bâti à partir du gouvernement du Québec via la Financière agricole du Québec, qui apporte un 50 millions, de Desjardins, qui apporte un 25 millions, et du Fonds de solidarité de la FTQ, qui apporte 25 millions pour faire un fonds, le FIRA 2, qui dispose de 100 millions de dollars, ses propres fonds, pour investir auprès de la relève. Et je vous présente dans quelques minutes comment on travaille le tout. Ce partenariat-là, ce qu'il faut dire de particulier, c'est qu'on a créé une société en commandite avec son commandité qui gère ce fonds-là. Donc, nous sommes totalement indépendants des trois partenaires, mais nous travaillons en étroite collaboration avec ceux-ci et tous les autres créanciers qu'il y a sur le marché québécois actuellement. Notre mission, soutenir des jeunes sur des projets démarrage, expansion ou croissance, consolidation d'entreprise, de transfert d'entreprise avec des investissements sous forme alternative, donc avec du capital qui est plus portant, plus patient dans le temps. Et notre objectif, c'était de rendre ce capital disponible-là, peu importe où on se trouve ici au Québec, parce que ce n'est pas de la même accessibilité qu'on a dans chaque région du Québec. Donc, les objectifs du fonds, c'est d'être un partenaire complémentaire à l'écosystème financier québécois. Ce que j'entends par un partenaire complémentaire, nous ne sommes pas un créancier de premier rang, nous ne sommes pas là pour remplacer les créanciers, parce que l'écosystème québécois offre un financement substantiel dans le monde agricole. Mais ce financement-là n'est pas nécessairement aussi facile d'accès pour ces gens qui n'ont pas encore développé cette crédibilité-là par de l'équité, donc avoir bâti une entreprise pour avoir généré de l'avoir, ou par une expérience démontrée de résultats, surtout dans les premières années d'opération. Donc, on est vraiment un partenaire qui vient consolider la vision que peuvent avoir ces créanciers-là des jeunes entreprises qui n'ont pas fait toutes leurs preuves. Donc, si ça s'adresse à vous, je suis bien content de vous faire la présentation aujourd'hui. Deuxième objectif, c'est pas juste d'être complémentaire aux autres, c'est d'offrir des outils qui sont structurés, structurants aussi pour répondre aux besoins de la relève agricole et des enjeux qu'ont les jeunes entreprises. Parce qu'on s'entend bien, quand on part une entreprise, on n'est pas déjà à pleine maturité, on n'est pas déjà à plein rendement au niveau des revenus et de l'équité qu'on peut développer annuellement ou des résultats qu'on peut aller chercher. Et finalement, je ne vous le cacherai pas, le principal motif, mais qui est notre troisième objectif, on a à cœur de s'assurer que la relève a accès à l'agriculture, peu importe son origine, peu importe son support familial ou autre. On veut soutenir l'arrivée de jeunes en agriculture et ça, c'était le fer de lance de notre action depuis 14 ans et c'est le fer de lance aussi du FIRA 2, le nouveau fonds que nous utilisons maintenant. Je vous présente rapidement la clientèle. À qui on s'adresse? On s'adresse toujours à la même clientèle, c'est-à-dire les jeunes de 18 à 39 ans. On va aller même un petit peu plus loin que 39 ans. Les jeunes de 38-39 ans qui s'établissent plus proche de la limite d'âge, on va les suivre aussi pendant la période d'établissement qui peut être de 5 ans suivant leur début en agriculture. On demande quand même, vu qu'on s'adresse à des entreprises qui n'ont pas le même niveau de maturité que les entreprises bien établies, on demande d'avoir une formation, d'avoir une feuille de route au moins où on démontre qu'on a pris le temps de se former ou à défaut qu'on a déjà au moins accumulé 5 ans d'expérience pertinente. Ça, c'est une exception sur la définition de la relève qu'on voit souvent sur le marché, mais nous, on s'est rendu compte que des jeunes qui n'avaient peut-être pas complété les formations pouvaient quand même avoir du talent et démontrer que ça valait vraiment la peine de les aider malgré les enjeux que peut représenter le fait de ne pas avoir une formation. À ceux qui ont une formation, on demande aussi une année d'expérience pertinente.
comme je le dis, on travaille toujours avec des entreprises qui n'ont pas le même niveau de maturité. On demande d'avoir au moins une année d'expérience pertinente pour comprendre quel est le cycle d'entreprise. Quand est-ce que l'argent rentre, quand est-ce que l'argent sort, parce que c'est un enjeu primordial du côté agricole et on l'a remarqué au travers des dernières années. Cette expérience-là de comprendre ce qui se passe dans une année, c'est vraiment important. Le contrôle. On est là pour aider les jeunes qui vont contrôler les entreprises de demain. Donc, on demande d'avoir au moins 20 de participation dans le contrôle de l'entreprise au niveau des actions. Si c'est une entreprise par action, quand c'est individuel, on s'entend, c'est la même chose. Et dans le cas de transfert d'entreprise, on demande à ce que d'ici 5 ans à 10 ans au maximum, 50 du contrôle des actions sont planifiés à être transférés à cette relève-là. Donc, c'est vraiment pour l'accompagnement de la relève qu'on est là pour être sûr que ce soit nos entrepreneurs de demain. Donc, si vous faites partie de ce groupe-là, voici une condition qu'on met au travers. Les structures juridiques, on nous pose souvent la question, est-ce que vous pouvez m'aider si j'ai une coopérative, une compagnie, une société? On accompagne pratiquement tous les types d'entreprises. La seule entreprise qu'on n'accompagne pas, c'est les OBNL, les organismes sans but lucratif. Au niveau des coopératives, qui est souvent un souci, comment on va les qualifier, c'est important que le conseil d'administration, l'exécutif, peu importe comment la coopérative va le nommer, donc ceux qui dirigent la coopérative, soient composés au moins de 50 d'individus qui se qualifient à la clientèle FIRA. Donc, on vient de circonscrire à qui on adresse notre outil, nos outils. Donc, vous comprenez, et je pense que c'est assez clair, c'est vraiment la relève qui est le centre, la cible de ce qu'on veut aider, de ceux qu'on veut aider dans le marché. Mais si vous êtes ici, c'est probablement pour entendre parler de qu'est-ce qu'on peut faire pour donner un coup de main. On a 2 outils. On les a nommés de façon assez éloquente parce qu'on veut vraiment décrire ce qu'ils font. Complétez votre mise de fonds. Ça, c'est une forme de prêt qu'on fait, mais pour aider dans la partie où les créanciers de premier rang vont demander à ce qu'il y ait une contribution de votre part. Et la location achat, c'est une location qu'on peut faire de terre avec une option d'achat à nos locataires. Et je vous décris maintenant comment ça se passe. Le prêt mise de fonds, qui est un prêt subordonné, est rendu maintenant un prêt de l'ordre de 50 à 500 000 $. Auparavant, on limitait à 250 000 $. Maintenant, on va dire jusqu'à 500 000 $ dans une première ronde et aussi dans un maximum d'intervention auprès d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises. Une condition qui vient avec le montant de prêt qu'on va faire, on doit s'assurer que les entrepreneurs qui nous demandent un soutien ont été capables de justifier ou de générer une mise de fonds au moins équivalente à celle qu'ils nous demandent. Je donne par exemple 2 jeunes qui veulent partir un projet qui ont réussi à aller chercher la prime à l'établissement de la financière pour un total de 50 000 $. Ben, c'est un équivalent qu'on va considérer dans notre projet, donc on pourrait faire 50 000 $. S'ils arrivent avec d'autres actifs ou avec de l'argent dans le projet qui sont à eux autres, on va pouvoir aussi considérer ces apports-là et on va pouvoir aussi considérer d'autres types de subventions disponibles au jour 1. Dans le premier FIRA, en moyenne, on investissait 125 000 $ par entreprise. Donc, c'est dire qu'il y a moyen de justifier un équivalent de ce qu'on va faire. Jusqu'à 500 000 $, ça veut dire qu'on va étirer aussi un petit peu l'élastique. On peut plus que doubler dans certains cas lorsque la qualité du dossier le permet de justifier, parce qu'il faut être capable d'encourager des gens avec la dette qui vont être capables de rembourser dans le temps. Donc, on va être assez prudent, mais il y a moyen de faire un petit peu mieux que juste doubler. À quoi sert ce financement-là? Ben, c'est un financement qui est secondaire. Ça prend un financement primaire dans le dossier. Nous, on vient intervenir dans la partie où on demande de la mise de fonds dans le projet. Mais on va regarder le projet dans son ensemble, soit dit en passant. On ne regardera pas juste les actifs qui sont achetés, on va regarder aussi les enjeux de perte de démarrage, donc de fonds de roulement. Et c'est l'ensemble du projet qu'on va analyser pour voir les besoins et faire du financement. L'interdépendance, comme j'ai dit maintenant, elle est plafonnée à 500 000 $ comme la première intervention. La force de ce dossier-là, de cette intervention-là, c'est la capacité de s'adapter à la capacité de remboursement de l'entreprise. Donc, au lieu de faire un amortissement qui va être de 5, 10 ou 15 ans, maintenant, on va aller chercher un amortissement jusqu'à 20 ans pour étaler dans le temps le service de cette dette-là, si besoin est. Ça va être des termes de 5 ans. Ces termes de 5 ans vont être au taux affiché par Desjardins pour le taux hypothécaire résidentiel de 5 ans. Donc, des termes de 5 ans qui permettent de voir venir
combien on doit rembourser dans le temps. Là où on donne un coup de main, cependant, c'est que le premier terme de 5 ans, on peut accorder un moratoire de capital pendant toute la période. Et au renouvellement, on pourra même accorder un moratoire de capital de 3 ans supplémentaires si besoin. En général, dans le premier FIRA, la majorité des dossiers ont été remboursés après le premier terme. Donc, c'est pour ça qu'on parle en termes de on pourra prolonger s'il le faut pour le deuxième terme. Les garanties, on reste sur la même forme qu'on était auparavant. On va prendre une universalité des biens mobiliers et immobiliers en garantie derrière le prêteur principal. Qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient faire qu'en prenant un rang subordonné, on vient donner ce signal aux prêteurs de rang prioritaire qu'on a assez confiance dans ce dossier-là pour qu'ils embarquent de façon pas sécuritaire, mais d'une façon à dire, regarde, il y a plus que juste nous autres qui juger de la pertinence et de la qualité du dossier qui nous est présenté. Donc, ça vient sécuriser le créancier de premier rang lorsqu'on s'implique dans le dossier. Naturellement, comme tout financement, il y a des frais qui vont s'associer à ça. Pour un prêt subordonné, on va charger un frais de 1 %. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire dans le premier FIRA avec cet outil-là? On a réussi à aider à peu près tous les types de dossiers, surtout ceux qui sont capital intensifs, là, qui demandent beaucoup de capitaux, comme les transferts laitiers, où la valeur du quota apporte beaucoup à la valeur de l'entreprise, mais qui manque un peu d'équité à un moment donné. Donc, on a réussi à en aider plusieurs dans ce cadre-là. Et ça a servi dans aussi pratiquement toutes les productions que je vais vous montrer un petit peu plus tard qu'on a réussi à regarder. Le gros avantage, c'est la souplesse du remboursement qui, sans poser de questions, on est capable d'autoriser justement ce moratoire de capital-là de 5 ans et le taux qui est relativement dans le taux du marché actuellement et qui a fait le travail au travers le temps. Grosso modo, je viens de vous présenter la structure du prêt subordonné. Comme tout ce que je vous présente aujourd'hui, c'est des éléments qu'on peut discuter un à un quand vous avez un projet particulier, voir jusqu'à quel point on peut aller et comment on peut travailler le dossier. Le deuxième outil que je vous présente, c'est la location-achat et c'est pas le moindre. Depuis 5-6 ans avec le FIRA 1, maintenant avec le FIRA 2, c'est l'outil dans lequel on fondait beaucoup d'espoir et on fonde maintenant encore beaucoup d'espoir. C'est souvent là, dans l'achat de la terre, qu'on immobilise beaucoup de capital de démarrage des jeunes entreprises. C'est là aussi que les entreprises qui ont démarré en location sont confrontées à réutiliser le peu de marge de manœuvre qu'ils ont développé les premières années pour racheter la terre du locataire qu'il y avait. Donc, c'est un outil qui permet d'éviter d'immobiliser trop d'argent pour permettre de faire des investissements plus stratégiques. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire de ne pas devoir acheter la terre et juste la louer? Bien, ça permet de conserver sa mise de fonds. Ça permet d'avoir des investissements plus stratégiques au niveau de la productivité de l'entreprise plutôt que de l'immobiliser dans le fonds de terre. Qu'est-ce que ça a comme autre avantage? Bien, ça permet de dire que dans un achat-location, comme on va le proposer, comme je vous le décris dans 2 minutes, ça permet de dire que les jeunes ont accès maintenant à la terre qui est accessible parce qu'ils ne viennent pas à vendre à toutes les semaines les terres. Et ça leur permet de s'investir avec le loisir de dire qu'un jour ou l'autre, ils seront en mesure et ils auront l'option exclusive de racheter cette terre-là quand ils seront prêts à le faire. Dernier point, bien, c'est accessible partout au Québec. Encore une fois, on est très fiers d'avoir travaillé dans la majorité des régions du Québec avec cet outil-là par le passé. Je vous le décris rapidement et je vais focusser davantage sur le FIRA 2 que le FIRA 1. Bien que FIRA 1 offrait 3 options d'achat auparavant, maintenant, il y en offre seulement 2. Les 2 options d'achat vont être offertes avec un bail, mais ils vont être offertes seulement pour les terres qui nous ont été présentées dans le cadre de projets montés par les jeunes qui nous les présentent. Donc, on n'achète pas des terres partout au Québec pour le plaisir, on achète les terres qui font l'objet d'un projet particulier et on va offrir à ce moment-là l'option d'acheter la terre avec l'option d'achat qui se décline comme suit. Les jeunes vont avoir le choix entre la capacité de racheter au maximum avec une inflation de 4 % par année ou moins si la juste valeur marchande au moment de lever l'option d'achat est inférieure à cette augmentation planifiée-là. Donc, on est déjà capable avec ça de se projeter dans le temps, à savoir quel est le maximum que la terre devra être payée dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, voire dans 20 ans. Et la deuxième option, bien, on propose de partager moitié-moitié l'inflation qu'il pourra y avoir sur la terre par le moment que les jeunes vont lever l'option d'achat. Dans les 2 cas, le loyer va être le même.
qui est à peu près la moitié de ce que c'était auparavant. La raison pour laquelle c'est à peu près la moitié, c'est que maintenant, on connaît mieux comment travailler avec cet outil, ce qu'on ne connaissait pas lorsqu'on a fait le FIRA 1. Maintenant, on est capable de dire qu'on va planifier un loyer à 1,75 % du prix payé par le FIRA. Ce loyer-là ne va être majoré qu'une fois tous les 5 ans, selon la valeur du prix de vente qui a été choisi à l'option d'achat. Donc, on va mesurer la valeur de la terre à tous les 5 ans et on va rétablir le loyer à 1,75 pendant 5 ans. Donc, ça va permettre par étage de 5 ans, par palier, de planifier le coût d'opération relatif à la terre sans devoir l'acheter immédiatement, en ayant toujours derrière la tête qu'il y a une option d'achat qui est offerte et qui est déjà bien précisée au niveau du contrat de bail. Les termes de loyer, c'est mensuel ou adapté selon la production et le coût de ce projet-là, ben, on va charger quand même un frais de 1,5 %. Le 1,5 % qu'on charge nous sert dans notre cas à payer la taxe de bienvenue que parlait tout à l'heure Mme Lynn. Nous, on est contraint de la payer, donc juste ça, le frais d'ouverture nous permet de le couvrir tout juste dans certains cas. On commence à investir sur des terres à 100 000 $, mais on ne dépassera pas des investissements de 5 millions de dollars. La contrainte dans ce projet-là, il y en a une, naturellement. Il ne faut pas que la valeur des bâtiments dépasse 25 % de la propriété. La raison est fort simple, c'est que les bâtiments agricoles sont tellement spécialisés, demandent de l'entretien. Sur un horizon de 20 ans, il n'est pas nécessairement facile d'anticiper l'évolution de cette valeur-là. Donc, on a choisi de se mettre un plafond à 25 % de la valeur de contribution des bâtiments dans le cadre d'achat de terre. Ça conclut la présentation au niveau de l'outil location de terre. À quoi il a servi? Cependant, je vous fais encore un clin d'œil dans les transferts d'entreprise. Je parlais tantôt des transferts de fermes laitières. Ben, au montant que peut valoir une ferme complète, de soustraire une partie des terres ou les terres peut devenir un élément qui va amoindrir le service de la dette standard ou les besoins en dette pour réussir à matérialiser une transaction. Les dossiers de maraîchers, de grandes cultures et même de fermes bovines qui ont des besoins extensifs en termes de surface terrienne et qui sont soumis aussi à des locations qui sont des fois aléatoires de 1 an, 2 ans, 5 ans. Bien, ici, on est capable d'offrir la possibilité de louer des terres qui sont nécessaires pendant des périodes de 20 ans. Et j'oubliais tout à l'heure, avec une option de prolongation de 5 ans, donc il peut aller jusqu'à 25 ans comme location avec la garantie de l'option d'achat. Donc, je résume vite. On évite d'immobiliser tout son capital de départ dans l'achat de terre ou son capital disponible dans l'achat de terre pour être plus stratégique dans ses investissements grâce à un outil comme ça. Et à date, on a des beaux résultats. Je répondrai à vos questions s'il y a des questions plus précises après. J'aime faire un clin d'œil. Qui est-ce qu'on a aidé et où est-ce qu'on a aidé à ce jour? Ben, on a aidé à peu près dans tous les types de production. On ne s'est pas limité à des productions, comme je disais tantôt, au lait, grande culture, maraîcher, mais on a joué dans les vignobles, dans les cidreries, dans les vergers, dans les abeilles. On va prendre le temps de regarder vos dossiers avec grand plaisir et avec la perspective de chercher les meilleures solutions pour faire en sorte que le projet soit viable et que les jeunes qui nous présentent leur projet puissent en vivre de façon décente et agréable. Le premier FIRA s'est investi à la grandeur du Québec. Ma seule déception, c'est qu'on n'a pas acheté de terre sur la Côte-Nord, sur l'île de Montréal ou aux îles de la Madeleine. Mais passé ça, que ce soit sous forme de prêt ou sous forme de location-achat, on a pris le temps et on va toujours prendre le temps dans le nouveau fonds de regarder les dossiers sans limitation et sans ségrégation sur l'origine, le secteur de production ou comment ça se passe. Cheminement des projets. Si vous avez besoin de nous, je vous conseille à tous, donnez-nous un coup de téléphone. On va faire une première entrevue de débroussaillage, voir si le FIRA a besoin d'être dans le projet ou s'il y a d'autres alternatives qui sont plus intéressantes. On n'est pas là pour faire des dossiers à tout prix, on est là pour être la solution qui va donner une chance à un dossier de se rendre plus loin et d'arriver à une maturité d'entreprise. Donc, le contact initial, c'est on va s'assurer que tous ceux qui doivent être impliqués dans le dossier le soient, et de préciser quel type d'intervention il nous serait possible de faire. Lorsque le projet se concrétise avec un plan d'affaires, avec les formulaires conséquents à compléter, c'est-à-dire une demande et des consentements pour qu'on partage avec tout le monde l'information, on va les recevoir.
on va commencer l'analyse, on va faire un positionnement à l'interne, puis ce positionnement-là va être présenté à notre comité d'investissement qui se réunit une fois par mois. Donc, je viens de vous mentionner, dans un cheminement, il faut s'attendre que pour nous autres présenter un projet, ça prend à peu près un mois et il y a un conseil d'investissement qui se réunit une fois par mois. Donc, les temps de traitement de dossier vont être de l'ordre de 6 à 8 semaines, dépendamment des dossiers. Une particularité, tous nos dossiers vont passer entre les mains d'un notaire. On parle qu'on travaille avec des gens, vous en l'occurrence, et pour ceux qui sont conseillers et conseillères, avec des protégés qui n'ont peut-être pas autant d'expérience dans le monde financier. Donc, on veut s'assurer que les gens aient l'opportunité de rencontrer des professionnels qui vont leur expliquer dans quoi ils s'embarquent au niveau de leur démarche financière et d'entreprise. Ce qui fait qu'on a statué que cette partie-là serait toujours statique, ça passe toujours par des notaires. Donc, je résume. On a 2 outils fondamentaux. Le prêt, qui permet d'embarquer pour donner un coup de main derrière les créanciers principaux, favoriser la création ou le lancement d'entreprises et compléter les besoins en mise de fonds. La location-achat qui évite d'immobiliser le capital avec une option d'achat garantie pour 20 à 25 ans. Et ce qu'on cherche à dire, c'est que l'ensemble des outils qu'on vient de vous présenter vont donner une chance d'optimiser le démarrage et la capacité d'avoir un succès au niveau des jeunes entreprises pour partir en agriculture. En conclusion, ben, je vous dirais simplement, on a bien réussi le FIRA 1. On a aidé plus d'une centaine d'entreprises qui ne seraient probablement pas en opération aujourd'hui à être en activité agricole parce que leur niveau de maturité organisationnelle et financière ne leur permettait pas d'avoir accès aux outils financiers traditionnels. Les formules qu'on a développées, on vient de les améliorer sur ce qu'on avait déjà fait grâce à l'expérience qu'on a prise dans les 14 premières années du premier FIRA. Et on espère bien pousser l'audace encore plus loin dans les 5 à 10 prochaines années avec les 100 millions dont on dispose. Je vous rappelle une chose fondamentale. Au Québec, on a un des plus beaux écosystèmes pour supporter les jeunes projets, que ce soit la financière, que ce soit le MAPAC, que ce soit les institutions financières, les groupes de soutien en conseil agricole. On est vraiment gâtés au Québec et j'espère que tout le monde va réaliser qu'il faut faire le tour de ces outils et de ces supports-là pour réussir à amener à terme des projets viables et qui auront tout le succès qu'ils méritent. S'il y a des questions, ben moi, je vais passer la parole à Lynn et répondre à celle-ci avec grand plaisir. Au webinaire, puis de nous avoir bien expliqué très clairement ce qu'est le FIRA 2. Merci à tout le monde d'être là. Merci, au revoir tout le monde.